Merci beaucoup. Je vais juste partager mon fichier PowerPoint comme ça. Ce sera plus simple. Logiquement, ça doit marcher. C'est en conversion. J'en profite pour remercier. C'est déjà Non. fait, hein, Monsieur Luciani. Ah, Il c'est est déjà fait, affiché, hein. d'accord. Donc, je peux Il est commencer en fait et affiché. les faire défiler. Ok, très bien. J'en profite pour remercier évidemment Monsieur Velduluc et puis Arnaud Kakia qui m'avait invité à participer. Et je vais effectivement le faire en essayant de montrer un côté assez, effectivement, comme vous l'avez dit, pratique, on va dire, et de revenir sur la pratique. Alors, j'ai trouvé ce thème effectivement parfaitement en phase avec les questions que nous-mêmes nous nous posons. Je voudrais d'abord commencer par réaborder un petit peu, peut-être un peu plus large que le périmètre, simplement l'imagerie cérébrale, remettre un petit peu les dimensions de la radiologie. Oula, ça défile tout seul. Attendez, je reviens ensemble. Alors, si on va sur les dimensions de la radiologie, le premier message que je voudrais donner, c'est que le processus de création d'images, qui est un processus de soins, est un processus éminemment humanisé. Malgré, on va dire, avec les développements numériques qui existent, avec la qualité de l'innovation technologique telle qu'elle a été faite, malgré tout, ce processus est éminemment un processus humain. Le premier temps de finalement ce qu'est le processus de création d'image est d'abord le choix d'une technique. Et ce choix d'une technique fait souvent lieu à un débat sur d'abord quelle est la question clinique spécifique qui va permettre de choisir l'imagerie la plus adaptée. Alors ça peut se faire à l'échelle d'un individu, s'il y a une question spécifique pour un individu, mais évidemment, on doit aussi penser au choix de techniques d'imagerie pour des inclusions populationnelles. Ce qui va venir à l'esprit, évidemment, c'est les campagnes de dépistage. À quelle population s'adresser et dans ces conditions, bien sûr, quel examen d'imagerie faire lorsqu'on est face à une question clinique qui s'adresse à une population. Deuxième étape, ce que j'appelle faire ce qu'il faut sans rien faire de trop, c'est-à-dire les étapes de justification, de limitation des examens s'il y a lieu d'être, de limitation des doses de rayonnement X pour les examens qui donnent lieu à de l'exposition au rayonnement ionisant, et puis de l'optimisation des techniques. Et c'est à cette étape-là que va se passer l'incrémentation de l'innovation technologique sous un monitoring humain. L'innovation technologique, elle est présente dans les outils qui vont permettre de créer l'image, mais l'adoption de ces innovations technologiques, elle dépend d'une appropriation humaine qui est celui qui va être capable d'utiliser ensuite ces innovations. Et ce qui donne lieu d'ailleurs à une étape de programmation de séquences d'acquisition, que j'appelle moi une étape de création finalement, de ce qui va être le programme d'acquisition des images. Et ce processus de création, bien sûr, il dérive des possibilités industrielles, mais il est éminemment à la main de celui qui va créer cette image, en l'occurrence le médecin. Troisième étape, on a une sortie d'image qui résulte de ce processus de création. Et une des étapes fondamentales est celle maintenant du contrôle qualité. Contrôle qualité qui est effectué par le médecin sur la qualité de l'image, la qualité du rendu, et puis aussi de plus en plus par la machine. Et des outils d'intelligence artificielle, des outils algorithmiques sont maintenant intégrés de plus en plus à la machine pour donner finalement une forme de quitus à la qualité image qui va permettre ensuite de définir le fait qu'une image répond à des critères de qualité et peut donner lieu à une interprétation. Et c'est la quatrième étape, celle de l'interprétation des images. Donc finalement, cette phase d'interprétation des images est une étape parmi toutes celles que j'ai énumérées de cette création d'images, dans laquelle aujourd'hui le médecin est au cœur de cette interprétation, mais avec un appui de plus en plus par la technologie. C'est ce qu'on a appelé le diagnostic assisté par ordinateur, et finalement l'ensemble de nos métiers répond à ces métiers assistés par l'ordinateur. Aujourd'hui, nous faisons une conférence assistée par l'ordinateur, mais la technologie est à notre main. Cinquième temps, et ça c'est essentiel, et je reviendrai longuement dessus, ce que j'appelle le temps de l'explication. L'explication, c'est la traduction de l'image et de l'interprétation qui en a été faite pour qu'elle soit comprise d'abord par le patient, ensuite par éventuellement les correspondants qui participent à la prise en charge d'un patient. Cette étape-là, elle est éminemment humaine. La question qu'on pourrait se poser, et je l'ai mis en point d'interrogation, pourrait-elle être déléguée, peut-être au sens de la déresponsabilisation que vous évoquez, à une machine, à un robot? Après tout, si un outil d'intelligence, comme on dit artificielle, est capable d'améliorer ou d'aider à l'interprétation d'images, pourquoi ne pas lui déléguer aussi le temps de l'explication? Nous reviendrons sur cette interrogation. Et puis derrière, et ça c'est un point qui est essentiel, c'est le temps de la recommandation de la prise en charge.
aucun examen maintenant d'imagerie diagnostique, pronostic, prédictif ne saurait se dissocier d'un circuit de prise en charge qui est souvent déclenché par l'imagerie. Et puis, comment ne pas parler, même si ce n'est pas évidemment le focus aujourd'hui, de la radiologie interventionnelle qui découle souvent de cette imagerie diagnostique. Donc, vous voyez ce processus en 6 étapes dans lequel déjà on a le sentiment que la création humaine, la responsabilité humaine est déjà au cœur de la création d'images. Alors, pour expliquer ça finalement, je vais prendre un exemple et je m'excuse, je vais quitter un petit peu le domaine cérébral, rejoindre plus le domaine qui est celui de mon domaine du quotidien, qui est la prise en charge des cancers, et vous dire que le choix de la technique d'imagerie, qui est la première étape que j'ai dit, le choix de l'examen lui-même, la création des séquences humaines, même dans le temps de diagnostic, a un impact sur le pronostic des malades. Donc le choix, cette première étape, est cruciale pour impacter le pronostic des malades. Prenons cette étude qui avait été réalisée par une équipe coréenne et qui s'est intéressée à revoir des populations de patients qui ont été traités de manière totalement curatrice pour un cancer colique ou rectal avec des lésions secondaires hépatiques. Tous ces patients, tous les patients qui ont été inclus dans l'étude, ces 155 patients, ont tous été traités pour réséquer complètement leurs lésions secondaires hépatiques. Et on sait que c'est le traitement de référence du cancer colique avec des métastases hépatiques. Simplement, les auteurs ont regardé 2 populations ou 2 sous-populations parmi ces populations incluses, celle qui avait été opérée sur la base d'un scanner seulement et celle qui avait été opérée sur la base d'un scanner avec une IRM qui combine des séquences particulières, notamment les séquences de diffusion dont vous avez naturellement déjà entendu parler pour l'imagerie cérébrale. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que alors que ces 2 sous-populations ont été opérées dans un but de les traiter et de réséquer l'intégralité des lésions secondaires, si on regarde la survie globale et la survie sans récidive de ces 2 populations, qui pourtant ont été traités de la même façon par les mêmes équipes chirurgicales avec la même intention de les traiter, le pronostic n'a rien à voir. Donc le choix d'une technique d'imagerie, et le choix d'une technique d'imagerie qui aujourd'hui est un choix qui est éminemment humain, impacte directement le pronostic du malade, donc a une importance décisive dans finalement la responsabilité de la création d'images, puisque c'est la technique qui va créer l'image. Alors, quelles sont les responsabilités aujourd'hui et de quoi parle-t-on en termes de responsabilité? Je crois que ça, c'est un point important dans le domaine de la radiologie au sens large, qu'elle soit diagnostique et interventionnelle. Il faut dire que le cadre réglementaire ou législatif est déjà clair. Et la loi du 4 mars 2002 rappelle que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Et cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. L'entretien individuel, selon moi, est une définition évidente de la responsabilité médicale. Alors naturellement, ce n'est pas contradictoire avec le fait qu'un patient peut ne pas vouloir connaître les résultats d'un compte-rendu, et en imagerie médicale, cela peut parfaitement se respecter si à la fin d'un examen, un patient ne souhaite pas avoir immédiatement les résultats d'un examen diagnostique, à condition que les résultats de l'examen ne mettent pas en jeu directement sa santé immédiate, auquel cas la responsabilité du médecin radiologue est naturellement de l'informer pour assurer la prise en charge. Et ce n'est pas non plus contradictoire avec le fait que les médecins qui collaborent tous à l'examen ou au traitement du malade doivent être tenus mutuellement informés des résultats de cet examen d'imagerie. Et je crois que cette notion qui s'applique à l'ensemble des activités de soins et donc à l'imagerie, qu'elle soit diagnostique ou interventionnelle, est un premier élément extrêmement fort de notre responsabilisation médicale. Et vous voyez que ceci est indépendant de tout choix technologique. Il n'est pas fait mention dans ces articles que ceci pourrait être retiré dès lors que l'imagerie aurait un support, on va dire, de diagnostic assisté par l'ordinateur. Cette étape-là reste essentielle. Deuxième étape, ou point important de responsabilisation, le consentement libre et éclairé est omniprésent dans nos activités de soins. Alors naturellement, ce temps, on le comprend aisément, est d'abord une explication sur le risque des actes. C'est le principe de la justification de la création d'images. Si on n'explique pas les risques des actes, comment peut-on justifier de créer une image? Si l'image génère des risques pour être créée, alors le patient doit être informé. Mais, et vous l'avez mentionné dans l'introduction, les attendus de l'examen, finalement, ne concerne pas uniquement la question posée. Ce qui pose la question de que cherche-t-on dans l'image? Alors, pourquoi cet examen a été fait? On sait à peu près l'expliquer.
Mais aujourd'hui, de manière très simple et sans rentrer même dans l'imagerie prédictive ou pronostique dont nous allons parler, l'examen est capable de découvrir ce que nous appelons des incidentalomes, c'est-à-dire de découvrir quelque chose qui n'a rien à voir avec la question clinique posée et qui pour autant va avoir un impact. Et cette situation d'incidentalome découvert a été récemment rapportée dans une expérience rapportée dans JAMA, situation qui est extrêmement fréquente, connue par près de 99% de praticiens généralistes qui ont confié des patients à des équipes de radiologie, avec un potentiel d'impact psychologique qui est évalué à extrêmement fort, physique dans 15% des cas, et avec un sentiment que parfois, ces découvertes incidentales sont parfois inutiles ou parfois découvertes sur des examens non indiqués. Cette étude ne s'appliquait pas uniquement des examens d'imagerie, elle concernait aussi de la biologie. Ce qui veut dire que dans l'étape de responsabilisation que nous devons avoir, il ne s'agit pas uniquement d'expliquer que l'examen va permettre de répondre à une question clinique dont le patient est parfaitement conscient, mais aussi que cet examen peut découvrir dans le présent d'autres anomalies qui peuvent donner lieu à une prise en charge immédiate. Et je pense que cette étape de responsabilisation est aussi indispensable, mais elle est aussi, je pense, insuffisamment couverte aujourd'hui dans le champ d'application de l'imagerie diagnostique. Alors émergent aujourd'hui naturellement autour de ces responsabilités qui ont l'air extrêmement bien codifiées, de nouveaux enjeux. Un premier enjeu que je pourrais définir par l'éloignement du patient par la technologie. Le temps médical, le temps de présence auprès du patient est, il ne faut pas se cacher, réduit par une efficience médico-économique. Il y a une pression à la fois des autorités de santé, il y a une pression à la fois de données de financement pour faire en sorte qu'une machine tourne et que finalement, on est capable d'absorber un certain nombre de patients. Je rappelle simplement que dans les autorisations d'installation d'équipements lourds en France, il y a un des items qui est le nombre d'examens qui est envisagé. Et ce nombre vise à avoir un seuil minimum d'examen, pas un seuil maximum d'examen, un seuil minimum. Deuxièmement, le temps médical est réduit par un temps machine, une complexité des examens. Aujourd'hui, une machine est capable de générer, même sur un examen simple, des milliers d'images, et ceci nécessite un temps d'interprétation qui n'a plus rien à voir avec le temps d'interprétation qui était lieu avant. Et puis le temps médical peut être réduit par un choix organisationnel, une réduction démographique, bref, on peut être amené à s'éloigner du patient du fait de cette irruption technologique. En parallèle, de nouvelles technologies ouvrent le champ de ce que j'appelle l'imagerie prédictive. On ne vient pas que simplement pour un diagnostic, mais peut-être qu'on va voir ce que l'on n'avait pas prévu de découvrir. On l'a vu dans les incidentalomes, ça c'est les découvertes du temps présent, mais il y a aussi tout le champ de l'imagerie qui va découvrir peut-être le futur du patient, et ça c'est un champ nouveau, et je pense que cet enjeu nécessite justement une réappropriation pleine de la responsabilisation médicale. Je prends deux exemples d'études qui moi, m'ont beaucoup interloqué. Et la première que je vous montre est loin de mon champ d'application, donc elle est beaucoup plus proche de ce que vous connaissez, qui est une équipe du Northwestern University à Chicago qui a inclus 51 patients dans des familles avec un risque de développement de syndrome autistique des enfants et qui a exploré ces enfants à 6 mois par une IRM fonctionnelle et qui, au travers de cette étude, semble montrer qu'on serait capable de prédire l'apparition de syndrome autistique à 24 mois. Mais pour moi, cette étude pose plusieurs questions. Peut-on inclure des patients dans cette étude? Bien sûr, dans un cadre d'études réglementaires, bien sûr, mais si on doit passer dans les soins, peut-on inclure des enfants? Quel est le regard social, sociétal qu'on doit avoir sur la création de ces images qui vont former un diagnostic? Et surtout, n'a-t-on pas une énorme responsabilité dans l'annonce qui va être faite de ce caractère pronostic prédictif, qui a naturellement un impact majeur, social, sociétal, économique, familial, sur les enfants et les familles auxquels vont être réalisés ces examens. Si cette imagerie prédictive n'est pas au contraire un moteur pour avoir une vraie responsabilisation à la fois dans l'inclusion des patients et dans la traduction, l'interprétation des images, alors je ne sais pas ce qu'il faut en termes de responsabilisation. Deuxième étude, et qui est plus générale, pour vous montrer que cette dimension prédictive de l'imagerie, elle sort du champ uniquement de l'imagerie cérébrale et elle est maintenant prégnante dans beaucoup de situations, y compris en oncologie. Je prends cet exemple qui décrit simplement dans cette étude, qui brosse, si vous voulez, le canevas de ce qu'est aujourd'hui un des champs de l'imagerie oncologique, qui est cette imagerie prédictive. On crée une image, on va, grâce à des outils numériques, enlever le bruit, améliorer la qualité image, segmenter de manière automatique ou semi-automatique un organe d'intérêt, détecter une lésion de manière automatique ou semi-automatique, classifier la lésion,
un potentiel bénin, un potentiel malin, et puis être capable de sortir une carte de probabilité de survie en fonction des traitements. Ceci, encore une fois, de manière soit semi-automatique, avec l'appui de l'homme dans la gestion de ces segmentations, soit parfois presque automatique. Mais est-ce que le patient est informé qu'on va parler de son pronostic? Est-ce qu'il est légitime à un temps T de parler d'un pronostic et du futur? Et est-on sûr que les deux à poser la question de la responsabilisation qui est basée, selon moi, sur les échanges? Parce que si on imagine que cette imagerie complexe devient une imagerie de plus en plus personnalisée, alors répond-elle à la maxime que vous connaissez bien, qui est que finalement, nous ne devons agir que d'après une maxime qui puisse vouloir qu'elle devienne une loi universelle. Mais alors, si nous faisons des actes d'imagerie qui sont à ce point personnalisés, qu'ils peuvent permettre d'optimiser le pronostic sur certaines tumeurs, alors, encore faut-il que ceci soit parfaitement compris et accepté par le patient. Ce qui renforce, il me semble, plus encore notre responsabilité pour être capable d'expliquer au patient l'ensemble des attendus de l'examen. Deuxièmement, et ça je pense que c'est une question qu'on doit se poser à l'échelle sociétale, si finalement on parle de cette responsabilisation, est-ce vraiment encore le médecin qui décide de perdre cette responsabilité ou qui potentiellement pourrait perdre cette responsabilité, ou est-ce que ce n'est pas finalement la société? Finalement, dans nos principes éthiques, si c'est l'intérêt supérieur qui domine, alors si nous acceptons la responsabilisation, la déresponsabilisation, c'est peut-être que la société l'a souhaité. Et ça, c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que nos patients sont suffisamment informés pour laisser à la machine le soin d'être responsable de la transmission de la donnée image? Je ne le crois pas. Et je pense qu'au contraire, la société, si elle en est informée, ne saurait pas accepter ce principe de déresponsabilisation. Et ils auraient raison de ne pas l'accepter parce qu'on ne doit pas se résigner à s'éloigner du patient. Je prends cette étude qui a été un abstract publié au Congrès nord-américain de radiologie en 2018, pardon, ce n'était pas le RSNA 2008, c'est 2018. Et j'ai trouvé cette étude absolument fascinante. Évidemment, elle vient du monde anglo-saxon, dans lesquels déjà il y a un éloignement physique, le plus souvent, des radiologues vis-à-vis des patients. C'est-à-dire qu'en général, l'interprétation ne se fait pas à côté de l'endroit où sont réalisés les examens et il n'y a pas d'interaction directe, le plus souvent, entre radiologue et patient. Mais en revanche, les auteurs se sont amusés, pour 318 patients qui ont eu une interprétation par 15 radiologues, à faire interpréter d'abord les examens, puis à les faire réinterpréter avec la photographie du patient affichée sur l'écran. Eh bien, le résultat, c'est qu'il y a une modification significative, non seulement sur l'empathie, on pourrait se dire à la limite ça, on aurait presque pu le préconcevoir, mais aussi sur la qualité du compte-rendu avec plus d'anomalies identifiées. L'interaction avec le patient impacte plus encore la qualité. Dès lors, si le médecin est parfaitement responsable de la transmission de l'information dans l'image, si cette responsabilisation passe par un échange, alors le cercle vertueux est amélioré et il y a un impact sur la qualité de l'interprétation d'image et sur la qualité sans doute des acquisitions qui sont faites. Encore une fois, un plaidoyer pour cette responsabilisation. Alors, quels en sont aujourd'hui finalement les enjeux de l'ensemble de ces discussions? Bien sûr, vous l'avez dit, irruption de nouveaux outils numériques, dont les algorithmes d'intelligence artificielle, qui, selon moi, nécessitent de renforcer encore le besoin d'humaniser et qui est pour moi indissociable des notions de responsabilité des médecins et des patients. Et je pense qu'un des travaux que nous avons à faire dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, c'est aussi que les patients soient informés de la complexité de l'imagerie. Qu'ils soient informés qu'un incidentallome peut être découvert, qu'ils soient informés qu'une maladie chronique peut être découverte. Et là, ça pose la question de quelle approche sociétale ou individuelle dans la découverte d'une maladie chronique.
si on est capable de faire un diagnostic préemptif d'une maladie neurodégénérative sévère, quel est le regard sociétal qu'on va devoir porter? Est-ce que le diagnostic repose sur un diagnostic sur les images ou bien sur un diagnostic sur les symptômes? Si on est sur une prédiction d'une évolution, à partir de quand déclare-t-on une maladie? Et ça a un impact non seulement sur le bien-être du patient, mais aussi de façon très pratique sur son devenir dans la société. Il y a donc bien là une responsabilité énorme que nous devons porter collectivement, nous médecins, et aussi la société au terme des patients. Bien entendu, l'explicabilité est un point essentiel avant l'examen, après l'examen. Et je crois qu'il faut aussi que nous permettions aux patients de bien comprendre la dimension du contenu des images. Or, souvent, on va dire que la simplification volontaire de l'imagerie est que finalement on passe un examen d'imagerie comme on en passait un quand on pensait s'être cassé la jambe, avec une réponse binaire, oui, non, la jambe est-elle cassée? Et je crois que la complexité qui est permise par les outils numériques dans le rendu des images impose maintenant cette explicabilité. Enfin, bien sûr, n'occultons pas, même si on n'aura sans doute pas l'occasion de l'aborder aujourd'hui, que l'ensemble de ces données qui sont numérisées sont archivées et que ceci pose la question aussi des données massives et que les dernières recommandations du Comité consultatif national d'éthique a été au contraire de bien rappeler, de conserver ce lien humain, cette responsabilisation, y compris dans la gestion des données massives, qui peut donner lieu à du post-traitement et à de l'analyse de cohortes sur des données images. Autre enjeu, je crois qu'il faut se dire aussi, et votre formation aujourd'hui, je pense, y participe pleinement, c'est que notre formation est encore insuffisante à l'éthique, notamment dans ma discipline qui est la radiologie et l'imagerie médicale. Je vous rapporte juste les résultats d'une étude qui est nord-américaine, étude conduite en 2004 sur 37 programmes de formation des internes de radiologie aux États-Unis. 38% de ces programmes ne transmettaient aucune notion d'éthique. Et quand on voit à la fois les spécificités de la radiologie, sur la pertinence des actes, sur les délais d'accès, sur l'utilisation de logiciels avancés, sur la FMC, l'utilisation des dernières avancées en imagerie prédictive, il me semble que là, il y a tout un champ sur l'imagerie prédictive qu'il faut absolument intégrer et associer à des notions d'éthique et à une formation à l'éthique. Des questions nouvelles émergent. Souhaite-t-on connaître son futur? Est-on pleinement conscient que dans l'image, on va connaître une partie de son futur? Je pense que là, il y a vraiment encore un enjeu à cette formation sur l'éthique et la connaissance de l'imagerie de demain. Et puis, aujourd'hui, évidemment, la formation à l'éthique en intelligence artificielle. Jusqu'où doit-on laisser la main aux algorithmes eux-mêmes conçus par l'homme? Alors, bien sûr, la Société française de radiologie s'en empare de ces sujets. Elle vient de proposer des préconisations autour de l'intégration de logiciels d'intelligence artificielle et des urgences. Peut-être que ce type de recommandation, de charte, est un exemple pour demain, avec à la fois une attention sur la protection des données, le respect des données des patients pour éviter les intrusions, les attaques extérieures, l'algorithmovigilance, l'information des correspondants et des patients, la prévention du risque de perte de compétences des docteurs, parce qu'aussi une des responsabilités, c'est de transmettre une compétence qui ne se perde pas et qui ne dépende pas uniquement d'un outil numérique. Et puis, c'est une transmission des données sous la responsabilité du radiologue, pas d'automatisation. Vous voyez bien qu'à chacune de ces étapes, c'est finalement une question de responsabilité qui est portée par la Société française de radiologie. Enfin, dernier point que je voulais aborder avant de faire une petite synthèse. On parle de l'examen d'image et du rendu d'image pour un individu. Mais on doit évidemment penser aussi à l'échelle d'une population avec un bien-être qui est plus large finalement que celui de l'individu. Et la responsabilité du médecin dans l'intégration des données images, dans la conservation, dans leur protection, dans l'absence d'intégration dans des grandes bases de données, c'est aussi un respect, au travers de ces données massives, de collecte, d'identification de maladies, aussi un respect responsable pour limiter les impacts sociaux et sociétaux incontrôlés. On peut les souhaiter pour guérir des maladies, mais il faut en avoir conscience pour être pleinement en phase avec on va dire le souhait de la société d'aller vers cette maîtrise de l'automatisation et d'allongement des temps d'échange. Alors, quelle réponse possible à la nécessaire responsabilisation? Et j'espère que je vous aurai convaincu qu'elle est indispensable. Je crois que un des cœurs du réacteur de cette responsabilisation, c'est pleinement le médecin. Et je crois que le médecin est, dans ce sens-là, au sens de la protection et de la responsabilisation, totalement irremplaçable, car d'abord, le patient le demande. Et aujourd'hui, quand on regarde les débats sur la société, on ne va pas dévier évidemment vers la Covid, on sent bien qu'il y a une information
qui est toujours plus demandé. Après, c'est complexe de restituer l'information et la science est un domaine qui est éminemment complexe. Et je pense que cette information de la société rend indispensable aussi une réappropriation pour nos enfants d'une nécessaire formation, une éducation aux sciences. On ne peut plus vivre dans notre monde sans connaître les probabilités, les technologies, pour comprendre les risques. Et je crois que cette notion que vous avez donnée pleinement au travers de l'image et de l'irruption des outils algorithmiques, elle souligne vraiment parfois des lacunes dans la compréhension du domaine probabiliste et statistique. Deuxièmement, j'en ai pleinement conscience, ça requiert des modifications organisationnelles. Pour nous, notre domaine pratique, c'est la création de consultations radiologiques, du temps radiologique qui doit être consacré à l'explication, notamment dans les pathologies complexes, des anomalies qui sont trouvées, y compris par ces données images un peu complexes. Ce qui donne lieu aussi à une reconfiguration des locaux, bien entendu. Et on ne peut plus être simplement un centre producteur d'images. On est un centre de soins qui doit pleinement s'engager dans cette responsabilisation. Et puis le médecin est irremplaçable parce qu'il est pleinement responsable. Mais il ne deviendra irremplaçable que si on accepte cette dimension, avec nécessairement une formation qui doit être faite, qui n'est plus uniquement une formation professionnalisante, mais qui doit être une vraie éducation à l'éthique, à la formation du médecin radiologue dans la société. Et je pense que l'identification des responsabilités du médecin radiologue vont bien au-delà, vous l'avez compris, de l'interprétation d'une image ou de la réponse à une question. Et je terminerai pour vous dire que ceci commence à se mettre en place. Voilà la dernière machine que nous avons installée dans mon hôpital, avec un souhait à la fois d'améliorer ce qu'on appelle l'expérience patient lors des acquisitions. Et on a voulu incruster dans le plafond du scanner une toile de Robert Delaunay, hélice et rythme. Et puis, à la sortie du scanner, vous avez un bureau de consultation qui communique avec la salle d'attente pour qu'aucun patient ne nous quitte sans nous avoir rencontrés, pour incarner véritablement ce que je plaide, la responsabilité pleine et entière du médecin radiologue dans la transmission de ces images. Merci beaucoup et bien sûr ouvert au débat que nous aurons inévitablement. Merci beaucoup Alain Luciani pour cette présentation très riche et complètement effectivement dans le thème qui est le nôtre ce matin. Alors je vais prendre juste une petite seconde pour charger la présentation de Denis Forest que je vais vous présenter dans un instant. Peut-être Vincent, en attendant, il y a deux questions assez précises, techniques. La première question, c'est qu'en est-il, donc Monsieur Luciani, de l'approche éthique dans la formation des médecins radiologues en France à l'heure actuelle? Alors, dans le cadre de la réforme du 3e cycle des études médicales, il y a une formation de l'ensemble spécialiste qui doit être conduite avant le début du 3e cycle. Aujourd'hui, il y a une formation à l'échange et à l'accompagnement médical. Alors, est-ce que c'est exactement de l'éthique? Peut-être insuffisamment. La volonté du Collège d'enseignement de radiologie de France a été, pour vous donner un ordre d'idée, que pour chaque heure d'enseignement qui est faite sur l'intelligence artificielle, et Dieu sait que c'est important dans notre métier, il y a 1 heure de formation à l'échange avec le patient, dans un cadre éthique, évidemment, qui doit être, je pense, moi, renforcé au vu de l'arrivée de cette imagerie prédictive, au vu de l'arrivée de ces nouveaux outils qui vont aller voir au-delà de l'image et prédire dans le futur. Et je pense que ce volet-là éthique, au-delà de l'échange patient, lui, doit être renforcé. Donc aujourd'hui, il y a effectivement un temps de formation très important qui est fait sur l'échange avec le patient, la communication avec le patient, avec même des ateliers pratiques qui sont organisés. Mais il est important, je pense, de renforcer cette formation à l'éthique plus générale, mais spécifique au domaine de la radiologie. Très bien.